Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du temps. Une notion à la fois simple et complexe. On est balancé entre le pragmatisme de tous les jours et la philosophie sous-jacente. Crescendo, nous allons voir qu'au plus profond de ses origines et même de ses applications, il est lié à cet art divin, l'alchimie. Le temps est alchimique. Il a une origine alchimique. Alors entrez avec moi dans les dédales du temps. Aujourd'hui, le temps est défini communément par une horloge et un point dans le calendrier. Par exemple, il est 11h20, on est le 27 septembre 2025. C'est figé, personne ne le remet en cause. Mais c'est relatif. L'heure, de 0 à 12, puis de 12 à 24 et ça recommence. Un tour d'horloge. Et sur le calendrier, pareil, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Et ça recommence là aussi. Un cycle, plusieurs cycles, sans fin. Des cycles à l'intérieur des cycles, sans fin. Et s'il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début. Ça paraît logique. Mais pourtant, en dehors de cet aspect purement relatif, quel est l'absolu du temps? Le point zéro, le début? Eh ben, on ne le connaît pas. On nous parle d'un Big Bang, les scientifiques nous développent toute une théorie sur le Big Bang, une énergie immense, originelle, créatrice, donc à l'origine de tout finalement, et d'une fin qui serait simplement liée à l'extinction, ou plutôt l'implosion des planètes, du Soleil. Mais pourquoi il n'y aurait pas autre chose après cette explosion? Et pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose avant ce Big Bang? Alors dans la Bible, on nous parle d'un Dieu qui aurait tout mis en place en 7 jours. C'est la Genèse, notamment ce deuxième verset, chapitre 2. Le septième jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa, le septième jour, de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et toujours dans la Bible, une fin qui serait liée à un apocalypse et son monstre à 7 têtes que l'on retrouve dans de nombreux tableaux. On va dans l'Apocalypse, qui est en fait le dernier livre de la Bible hébraïque, de l'ensemble des 39 livres de la Bible, chapitre 13. Alors, j'ai vu monter de la mer une bête ayant 10 cornes et 7 têtes, avec un diadème sur chacune des 10 cornes, et sur les têtes des noms blasphématoires. Et dans la mythologie grecque, on nous parle d'un autre dieu, Chaos, à l'origine lui aussi de tout, et avec une fin similaire, similaire à ce que nous disait la Bible, ce que nous dit la Bible. Donc la Genèse biblique et la mythologie grecque se ressemblent, encore une fois, à plusieurs niveaux, et ce chiffre 7 revient à chaque fois. Au niveau de la création originelle, 7 jours, comme de la destruction finale, 7 têtes. La fin serait donc un début, ou le début une fin. Bref, on va aller voir tout cela doucement. Mais quand même, pour l'instant, en résumé, on parle d'un temps totalement linéaire. Un jour est un jour, une année est une année, qui commence donc et qui finit. Mais en fait, on connaît, alors ça commence, ça finit, mais on ne connaît ni le début ni la fin. C'est quand même un peu étrange, hein. Et au fil des millénaires, on a dit, bah tiens, par exemple, cet événement, c'est le début, c'est le zéro. Alors zéro, ou plutôt l'année 1, mais c'est le zéro dans la chronologie. Le début, on va dire la naissance de Jésus-Christ,
c'est l'année 1, à un moment donné. Mais c'est ni le début ni la fin, c'est simplement le 1. Et on part à l'infini, sans limite. Et l'infini dans les deux sens, hein. On parle d'années négatives, avant cet événement. Et on se laisse entraîner dans les méandres du temps, sans vraiment savoir jusqu'où on va. Mais on en a tous le même esprit commun. Alors sur cette image, voilà une frise, telle qu'elle nous est racontée par les historiens, avec ces quelques points particuliers qui sont placés sur une ligne, pourrait-on dire. Chute de l'Empire romain d'Occident, Christophe Colomb qui débarque en Amérique, la Révolution française, etc., etc. Sans début, sans fin, encore une fois. Que des points, des étapes, des périodes. Alors pour creuser, pour essayer de comprendre son essence, son origine, on va utiliser un autre mot qui en est très proche, l'espace. On parle d'espace-temps. Et en effet, l'espace et le temps sont liés intimement. Ils sont indissociables, il n'y a aucun doute. Et même les scientifiques le disent aujourd'hui. Alors, le plus bel exemple qu'il explique bien, c'est quand on veut aller d'un point A à un point B. Donc voilà par exemple, pour faire Vesoul-Grès. Alors c'est deux villes de ma région, hein, petite ville, mais en Haute-Saône, c'est chez moi. Je fais souvent ces trajets. On va dire, pour aller de A à B, il y a 60 km. Mais on va dire aussi, il y a 1 heure pour faire le trajet. Pour quantifier la même chose, un temps ou une distance pour se rendre de A à B. Alors on va pas aller jusqu'à dire que le temps et l'espace, c'est pareil, c'est la même chose, hein. Mais ils sont peut-être issus tous les deux d'une même source originelle. Alors là, bon, on titille la philosophie. Mais ils sont liés, temps et espace, c'est clair, indissociable. Et puis finalement, qu'est-ce qui permet de les relier d'un point de vue purement physique aux mathématiques, distance et temps? Voilà, c'est le scientifique qui parle. Eh bien, c'est le mouvement. Mais en particulier la vitesse, qui en est le symbole le plus parlant. Alors, la formule assez simple, hein, c'est V égale D divisé par T. V étant la vitesse, D étant la distance, et T le temps. Quand on l'apprend au primaire, cette formule qui relie donc l'espace par la distance et le temps, cette formule est la base de toutes les autres formules en sciences physiques, et donc de toutes les lois qui permettent d'expliquer, et même peut-être de comprendre le monde et ses interactions. Même s'il y a encore de nombreuses questions et interrogations, même aujourd'hui, dans de nombreux domaines. Donc au travers d'une vitesse, mathématiquement, et donc du mouvement, le temps engendre l'espace, et l'espace engendre le temps. Je m'explique. En voiture, encore une fois, pour ce trajet, on roule, j'ai roulé 1 heure, j'ai fait 60 km. Le temps a engendré l'espace. Et inversement, j'ai roulé 60 km et 1 heure est passée. L'espace a engendré le temps. Alors revenons sur le temps, en particulier la seconde, celle qui passe à notre échelle, si l'on peut dire la plus palpable, même si elle est intangible, on ne peut pas la toucher, mais on comprend. 1, 2, voilà, on voit les aiguilles qui défilent. Eh bien, les dictionnaires nous disent quoi? Alors, celui de l'Académie française, mais les autres aussi, nous disent que la seconde, aujourd'hui, définie en 1967, eh bien, elle est définie comme un multiple de la période de l'onde émise par un atome de césium-133 quand l'un de ses électrons change de niveau d'énergie. Waouh! C'est compliqué, hein, même pour un scientifique. Longueur d'onde, atome de césium, énergie, niveau d'énergie, tout ça pour une seconde. Alors, déjà, on voit bien que l'espace y est lié dans cette définition. Mais là, on est dans l'infiniment petit, intangible, impalpable.
On le voit même pas. L'atome de césium. On est dans la radioactivité en plus. Alors, bizarre, non? Pourquoi si complexe? Alors que voilà, un, 2, 3. La seconde, ça n'a pas l'air si compliqué. Puis en effet, hein, en réfléchissant simplement, le plus simple quand on parle du temps, eh bien c'est le jour et la nuit. Le jour succède à la nuit, et la nuit succède au jour pour former les 24 heures. 2 fois 12 heures de notre montre ou de notre horloge, c'est clair, c'est simple. Et pour une année, ben, là, dans ce cas-là, c'est une rotation complète de la Terre autour du Soleil. On l'apprend à l'école aussi. C'est simple là aussi, une année, une révolution. Dans les deux cas, jour et année, ben, c'est bien du mouvement qui engendre le temps. La rotation de la Terre autour d'elle-même, ça nous fait nos 24 heures. Et sa rotation ou sa translation autour du Soleil, ben, ça nous fait une année. Donc dans les deux cas, c'est du mouvement qui définit le temps. Mouvement, donc avec vitesse, accélération, position, etc., etc. Et une montre, comme une horloge, mais pareil, hein, c'est le mouvement des aiguilles qui fait le temps. Qui fait le temps dans le sens qui le marque, qui marque et qui l'indique. Alors, pour le temps, on est donc en présence finalement de trois temps, a priori, qui veulent dire la même chose, hein, si on dit qu'il n'y a qu'un seul temps. Mais à l'origine de la marque du temps, eh bien, on a une année. Donc comme on a dit, période de rotation de la Terre autour du Soleil. Un jour, période de rotation de la Terre sur elle-même autour de son axe. Et une seconde, comme il est indiqué dans les dictionnaires, multiple de périodes de longueur d'onde, machin, machin, machin. Et donc, trois temps liés entre eux. Mais finalement, quand on regarde ces trois définitions, peut-être pas tant que cela. Alors une année c'est quoi? 365 jours? Oui, mais pas tout à fait. Il y a les années bissextiles. Une sur 4. Donc ça fait un quart. Ou 0,25. Donc une année ferait 365,25 jours précisément? Eh ben non. Encore une fois, pas tout à fait. On parle de correction tous les 100 ans. On parle de correction séculaire, pour utiliser le mot. Donc ça fait un peu moins, c'est 365,24, quelque chose comme ça. Eh ben non, parce que c'est toujours pas encore fixe et on parle encore de calendrier grégorien, de calendrier julien, avec d'autres corrections. Alors pas des jours dans une année, mais des secondes ou des minutes. Sans compter aussi qu'on a nos changements d'heure. Bref, c'est pas clair quand même tout ça. Il nous manque quelque chose, ou alors c'est notre approche qui ne convient pas. Donc là on a vu l'année, et maintenant le jour. Alors, un jour, c'est 24 heures. Là, il n'y a rien à dire. Une heure, c'est 60 minutes. Rien à dire. Une minute, c'est 60 secondes. Bon. Donc finalement, un jour, c'est 24 fois 60 fois 60, c'est 86 400 secondes. Dans un jour de 24 heures. Là, c'est clair. On est d'accord. Jour, seconde. Jour, période de rotation de la Terre autour de son axe. On a bien dit, on a bien vu ça. Et on arrive à la seconde. Sauf que la définition, souvenez-vous, on nous dit que cette seconde, donc elle est égale à une proportion de longueur d'onde d'une radioactivité d'un atome en particulier, le césium, pas n'importe quel césium en plus, c'est le césium 133, c'est un isotope en termes chimiques. Bref, ça va pas. On est d'accord. Donc on part du soleil, ça va pas, il faut des corrections, que des corrections de jour. On part de l'heure du jour, pareil,
ça colle pas avec la définition de la seconde. Donc finalement, comment définir ce temps d'une façon absolue si on n'est déjà pas d'accord avec le temps dans ces trois temps, comme on a dit, entre l'année, la seconde et le jour? Comment définir ce temps d'une façon absolue? Impossible donc avec nos moyens et notre science. Il faut toujours essayer de compliquer. Pourtant, les choses semblent simples a priori pour définir ces temps-là. Et l'espace dans tout cela? L'espace, distance d'un point à un autre, simplement, au plus simple, on va dire, le mètre et l'unité. L'unité de tous, l'unité du système international, c'est le mètre, reconnu officiellement. Donc après, on a le millimètre, le kilomètre, etc. C'est bien défini, personne ne peut rien dire. Et l'histoire nous dit que le mètre a été défini en 1791 comme la 10 millionième partie du quart du méridien terrestre. Donc en gros, à l'équateur, on prend la mesure, circonférence, et on dit que ça fait 40 millions de mètres, soit 40 000 kilomètres. On divise en parts égales et on obtient le mètre. Voilà. Quand même, au passage, en 1791, mesurer la longueur de l'équateur, et même aujourd'hui, comment on fait? C'est pas un cercle parfait, il y a quand même il y a des montagnes, des reliefs, des océans. C'est quand même bizarre, non? Ça va pas. En plus de cela, ben, la définition officielle aujourd'hui, hein, qui a changé, comme pour la seconde en 1967, ben aujourd'hui, en 1983, le mètre est défini par la longueur du trajet parcouru par la lumière dans le vide pendant un intervalle de temps de 1 299 792 458e de seconde. Donc ça c'est dans les dictionnaires, hein, j'invente rien. Mais voilà, encore une fois, ça va pas. On parle de lumière, du vide, de seconde pour définir le mètre. Et on retombe dans les atomes, les trucs tout petits, les trucs bizarres. Alors qu'au début, c'était la circonférence de l'équateur, on divise par 40 000, on redivise par 1000 pour les mètres, puis voilà. Donc on se retrouve avec trois temps différents pour expliquer la seconde ou le jour, et deux espaces différents pour expliquer le mètre. Sachant en plus que la seconde et le mètre sont liés, bah ça devient compliqué. Ça va pas, on est d'accord. Alors en plus de ça, on cherche l'origine du temps et la fin du temps, et comment on est divisé. Quel est le zéro, quel est l'infini? On comprend bien que ça va être un peu compliqué quand même, hein. Et pourtant, ben, on arrive avec ces deux données de base ben, à créer des ordinateurs. On arrive à aller sur la Lune, à extraire des fragments de roches sur Mars, les analyser. Et encore plus fort, aujourd'hui on crée de l'intelligence artificielle sans finalement maîtriser et même comprendre le temps et l'espace. Alors, prenons du recul, parce que ça fait mal à la tête quand même. Le temps est défini originellement et de façon simple, presque tangible, par le mouvement de la Terre, l'année. Le jour, sa rotation autour de son axe, puis les secondes. Là, on est d'accord. Et le mètre par une distance connue, à partir de la Terre, là aussi. Il existe même ce qu'on appelle un mètre étalon au Conservatoire des Arts et Métiers comme référence. Donc temps et espace, on est donc au plus haut, la Terre, l'espace, loin, quasiment ce qu'il y a de plus visible en haut, au loin. D'ailleurs, le mot espace, au passage, désigne aussi l'espace au-delà de la Terre, au plus loin. Mais d'un autre côté, pour définir le temps et l'espace, on parle d'atomes, de longueur d'onde pour les définir, les deux. Donc au plus petit, au plus près de la matière que l'on peut voir. Alors pas avec l'œil nu, mais avec un microscope. Et là, nous commençons à côtoyer d'autres grands principes, finalement. Si ce qui est au plus loin est comme ce qui est au plus près, ces grands principes philosophiques, mais surtout alchimiques, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas.
Nous sommes bien à la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste, le père de l'alchimie. Et là, ça colle parfaitement. Et cette image très célèbre le montre bien, avec sa non moins célèbre légende, qu'on découvre tout en bas, Urbi et Orbi. On peut traduire par le point et le cercle, par la ville et le monde. Et finalement, cette traduction, c'est aussi le plus petit, le plus grand, donc l'atome et les planètes, ce qui est en bas et ce qui est en haut. Urbi et Orbi, célèbre à Pâques, le jour de Pâques aussi par le pape, mais finalement qui a une essence plus loin, plus profonde, liée à l'alchimie. Alors le système solaire, un ensemble de planètes qui tournent ou gravitent autour d'un astre central, le Soleil, est bien similaire à l'atome. Un ensemble d'électrons tournant, gravitant, orbitant autour d'un noyau. Les planètes autour du Soleil forment l'univers, et les électrons qui tournent autour du noyau forment la matière. Par les mêmes lois, des lois alchimiques. Donc encore plus que la définition même du temps et de l'espace, liées à ce qui est en bas et ce qui est en haut, ce sont les lois elles-mêmes. Le mouvement est quasiment identique des électrons et des planètes. Ces lois alchimiques sont uniques et simples finalement. Les alchimistes ne cherchaient pas l'or. Ils ne cherchaient pas à transmuter le plomb en or. Ils ne cherchaient pas la richesse. On parle plutôt d'immortalité. Dans le sens où ils voulaient comprendre le monde tout simplement. En comprenant la matière, comme elle fonctionne, comme elle réagit, comme elle interréagit avec les autres matières, comme elle évolue, et bien par similitude, ils arrivaient à comprendre la Terre, les planètes et tout l'univers. Et donc le temps et l'espace, dans leur réalité, en est un bel exemple. Je pense vous l'avoir démontré. Il existe un précepte, selon les alchimistes, qui dit que tout est un et un est tout. Là, on est un peu dans une approche pythagoricienne du monde, dans notre réflexion philosophique. Alors le temps et l'espace, vous allez dire, c'est quoi? C'est bien gentil, mais c'est quoi? Ça existe ou ça n'existe pas? Mais exister, ça veut dire matérialiser, montrer quelque chose qui existe, qui est universel pour tout le monde. Alors, oui et non. Eh bien peut-être les deux en fait, ça existe et ça n'existe pas. Ça existe parce qu'on le subit tous les jours, hein, mais ça n'existe pas parce qu'on ne peut pas le toucher, on n'en a pas un état conscient. Il dépasse donc les mots et transcende leur réalité. Transcender, ça voudrait dire que finalement les mots ne permettent pas d'expliquer. Les mots sont trop limités pour expliquer le temps et l'espace. Alors nous allons suivre les alchimistes pour voir ce qu'ils disent, et en particulier cette table d'émeraude qu'on a déjà vue, et qui explique pas mal de choses. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ok, on l'a vu. La suite, pour faire les miracles d'une seule chose, d'une chose unique, suivant la traduction. Ce miracle, d'un point de vue vivant, entre les planètes, le cosmos et la matière, c'est bien l'être humain et la Terre. Et d'un point de vue temporel et spatial, entre le haut, l'année, le plus bas, la seconde, c'est bien le moment présent. Encore plus, le plus haut, le plus loin, c'est le futur. Et le plus bas, c'est le passé. Et au milieu, c'est quoi? Le présent, bien sûr. Donc la table nous dit faire les miracles d'une seule chose. Ce miracle, c'est le présent. Un miracle comme un cadeau. Et d'ailleurs, un présent, c'est aussi un synonyme de cadeau. Il n'y a pas de hasard. Le hasard est un gros mot en alchimie. Et quoi de mieux pour représenter ce temps qui coule du haut en bas, comme du bas vers le haut,
que le sablier. On revient encore une fois sur la langue des oiseaux. Un bel outil. Et en restant dans la voie alchimique, mais une autre chose très commune, ce qui est en bas, comme ce qui est en haut, etc. Et le plus grand symbole qui s'en découle, c'est bien sûr l'Ouroboros, ce serpent qui se mord la queue, qui relie bien sûr le haut et le bas, le fixe et le volatile. Dans la matière, c'est bien sûr le soufre, le mercure. Il relie le haut, il relie le bas, il relie donc le futur et le passé. D'où peut-être l'immortalité des alchimistes. Ce serpent qui tourne et qui oscille comme un cycle sans fin. Mais voilà, encore une fois, le cycle, bien sûr, le cycle du temps et de l'espace. Et d'ailleurs, encore un hasard, mais une anagramme de présent, du mot présent, c'est quoi? Serpent. Parfait anagramme. Serpent donc comme un gardien, gardien de cette connaissance. Et on retombe encore dans cette approche biblique, gardien de la connaissance du bien et du mal. Et la pomme en est le fruit bien représentatif. Alors je ne vais pas vous refaire le coup de la pomme, bien sûr, quand on la découpe en deux dans le sens équatorial, avec son étoile à 5 branches et ses 10 commandements. Regardez mes vidéos précédentes. Mais nous y sommes, connaissance ultime du bien et du mal, comme du temps et de l'espace. Donc en fait ce temps et cet espace, liés aux planètes, aux atomes, au mouvement, à la géométrie donc, la géométrie sacrée, comme la matière enfermée dans une sphère et ses deux composantes, le masculin et le féminin, est tellement bien représentée dans cette figure de la Talente fugitive que l'on pourrait dénommer comme quadrature du cercle. On y est. Le cycle de l'Ouroboros, la transcendance. On comprend donc bien cette immortalité, encore une fois, des alchimistes, à la fois détenteurs de la connaissance des choses, mais au-delà du temps et de l'espace, on est bien dans l'immortalité. Comme la vie succède à la mort, et la mort succède à la vie. L'alchimie paraît donc de tout expliquer. Tout est un est tout. Mais alors finalement, le temps n'est pas celui que l'on définit aujourd'hui. Il ne serait donc pas linéaire, mais cyclique. Et le passé ne serait donc qu'un futur, et le futur qu'un passé. Et donc finalement, le présent serait donc là où tous les trésors se cacheraient. Au passage, on le ressent bien, des fois il y a des moments qui passent vite et d'autres qui passent moins vite. Mais les scientifiques l'ont bien compris, le temps n'est pas linéaire, le temps n'est pas un paramètre fixe. Il a toujours été pris dans les équations comme fixe, mais il dépend de l'espace et du temps lui-même. Le temps est fonction du temps. Ça paraît difficile, mais finalement, ça s'explique. D'où ce que l'on appelle la mécanique quantique, théorie des cordes, etc., etc., qui relie non seulement l'espace au temps, x égale x de t en mécanique, mais aussi l'espace au temps, t égale t de x, pour faire simple. Donc voilà, pour conclure, le temps et l'espace, ce n'est pas si simple, mais certains l'ont bien compris. Et toute l'alchimie le montre bien. Tous les codes et les images le montrent bien depuis peut-être des millénaires. Mais dès qu'on dit millénaire, on retombe dans nos travers du temps linéaire. Alors on pourrait dire plutôt depuis la nuit des temps. Une belle expression profonde qui traduit bien le temps, l'espace et son labyrinthe. Alors un autre bel exemple, surprenant, c'est cette corrélation étrange entre la lumière, qui finalement relie le temps et l'espace, dans ses définitions d'aujourd'hui, on les a vues, vous pouvez revoir. Alors la vitesse de la lumière, elle est exactement celle-là.
qu'on appelle C, 299 792 458 mètres par seconde, au chiffre près. Hein. Et ce nombre entier, complet, c'est 9 chiffres. 9, pas n'importe combien, mais 9, correspond exactement à la position du sommet de la grande pyramide de Khéops, qui est bien sûr orientée dans l'espace, sous une constellation particulière. Allez voir, hein, si vous ne croyez pas. Vous allez sur Google, vous tapez ce degré nord 29,9792,458, vous tomberez comme dans l'image, avec le petit point rouge, exactement au centimètre près au sommet de la pyramide. Et cette valeur-là, on enlève les unités, on enlève tout ça, on enlève la virgule, on garde que ces chiffres-là, ça correspond à la vitesse de la lumière. Étrange, mais finalement, après tout ce que je vous ai dit, ça colle. Ça colle d'un point de vue scientifique, dans un sens où la lumière relie le temps à l'espace. Donc cette lumière, qui est le point commun aussi entre le temps et l'espace, eh bien elle est à chercher au fond des ténèbres, là où l'étoile est la plus brillante. Les rois mages nous le disent bien. Et cette image ici, très alchimique, eh bien elle résume bien toute l'œuvre, et elle indique aussi bien la mort qui se réveille, qui se relève, et qui se révèle. On voit bien la sphère noire et les rayons de lumière comme un soleil. Le corbeau noir, qui est le symbole du premier œuvre, le début. Et cette œuvre qui est aussi appelée putréfaction. Donc voilà. Pour finir, on peut dire donc que le futur et le passé ne sont que des concepts, mais limités. Le futur est dans le passé, et le passé est dans le futur. Et on comprend donc mieux, encore une fois, ce principe d'immortalité des alchimistes. Et encore plus, remonter le temps. Voilà, donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'alchimie, ses codes, ses secrets, ben notez mon livre publié en juin 2024. Un petit peu de pub, mais simplement si vous voulez en savoir un petit peu plus. Disponible sur toutes les plateformes de vente classiques. Et puis si vous ne le trouvez pas, faites-moi un signe. Si vous voulez des réponses, je sais pas si vous voulez des réponses à certaines questions, je sais pas si je les aurai, mais je peux toujours vous aider. N'hésitez pas à me contacter. Et puis abonnez-vous à ma chaîne, ça va vous permettre de voir les nouvelles vidéos qui seront publiées. Eh bien merci, puis j'espère que vous ne verrez plus votre montre et votre horloge comme avant. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.